26. Les entités du monde, les objets, les faits, les états de sentiment, peuvent être vus non pas comme des entités, des objets, des états et des faits, mais comme ce qui doit stimuler la pensée, de sorte que la pensée peut être elle-même avec eux. Ils sont alors véritablement vus, parce que ce en quoi ils commencent à être est vu, ce qui est autre chose. La pensée s'exprime en effet comme leur voile, ou vêtement, ou forme, et c'est pourquoi on les considère comme la réalité, alors que rien n'est encore réel. En effet, la pensée, en devenant image mentale et activité conceptuelle, évoque une réalité dont elle ne sait pas qu'elle lui donne forme, et qui, n'étant réelle que par réflexe, est déjà déréalisée. Certes, les faits et les états de sentiment, une fois produits, semblent irréversibles, au point qu'ils ne peuvent être perçus qu'en tant qu'ils sont devenus, et non en devenir. Mais la raison en est que l'on n'est pas en mesure de saisir et de retracer le courant de pensée qui leur donne le moyen de se camper en tant que fait dans la conscience. La pensée, en effet, est réversible par la contemplation, on peut remonter à sa naissance. C'est l'activité, la seule, qui peut se connaître elle-même, sa propre naissance. Les objets se donnent pour stimuler la pensée, afin qu'elle puisse retracer en elle-même le courant intérieur dont ils sont le signe de la privation. Ils ne se présentent pas pour subordonner la pensée à eux-mêmes et s'élever à une réalité que l'on désire et qui se fait le fondement d'une culture, dont le caractère provisoire ne peut se manifester que par la douleur et la mort. Les choses, les faits, les états, sont des signes logiques, des prétextes pour la pensée, qui surgit inconnue, utilisée mais non vue, ou plutôt, pensable précisément parce qu'elle n'est pas vue. Vue dans les choses, dans les faits, dans les états, dans le déjà pensé. Non vue en tant que pensée. Mais toute la pièce est là pour cela, pour qu'elle entre à ce point dans l'expérience que l'homme la note objectivement et remonte donc le long de son flux, jusqu'à ce qu'il la reconnaisse comme ce qui a son propre fondement en lui-même. C'est ainsi qu'il peut la rechercher, car elle est l'essence vers laquelle il tend, des choses et de lui-même, et elle est ce fondement qui fait que le monde est un. La pensée doit d'abord se lier à des contenus donnés pour s'exprimer au niveau de l'expérience sensorielle, en renonçant provisoirement à être ce qu'elle est avant de se lier, nécessaire à la conscience de soi. Dans ces conditions, la pensée n'est pas médiatrice du monde, comme cela devrait être le cas, mais le monde, inaperçu dans son don de soi, qui est déjà la pensée, est en réalité médiateur de la pensée, cette pensée qui reste à connaître et dont l'humanité résiste à la connaissance avec toutes les pensées possibles, enchaînées au monde, et enchaînant le moi à la vision de la dualité. La vraie pensée n'a pas encore été pensée. Les faits, les choses, les émotions et les instincts ne doivent pas avoir une valeur dans la mesure où, saisissant la pensée, ils deviennent la réalité qui domine l'homme, mais dans la mesure où la pensée peut, contre eux, percevoir son propre être inaltérable et se détourner d'eux vers sa propre essence, stimuler la recherche dont ils se présentent substantiellement, en aspirant à cela comme à leur pouvoir intégrateur. L'essence, c'est le moi. Seule la pensée pure peut assumer purement en elle-même ce sentiment qui est corrompu dans les mouvements instinctifs et dans les états de sentiment. C'est pourquoi elle est le principe d'une. L'amour qui n'est pas corrompu, qui s'immergeant sans altération dans le monde des sens peut se donner sans limite à l'humain. Les mouvements instinctifs et les états de sentiment se donnent non pour être subis, mais pour éveiller la pensée, non pas certes la pensée dialectique, mais celle qui parvient à se percevoir dans leur être, qui est, à l'état pur, la substance de la vie altérée en eux. Elles se donnent non pour être subies, mais vécues, de sorte que le moi ne les ait pas comme les formes de son assujettissement à la nature, mais qu'il actionne ce qu'elles éveillent dans les profondeurs de la nature. Ils exigent du moi son autonomie, qui est leur autonomie, par laquelle ils peuvent commencer à s'exprimer librement dans le monde, en opérant comme des forces créatrices, et non plus destructrices. La pensée dépouillée de dialectique, en elle-même vidée de pensée, est la première lumière de la pensée, du sentiment et de la volonté, qui ramène la chaleur souterraine des instincts à être à nouveau la pure émanation de l'amour. Face à une telle lumière, toute perception est sainte, elle est la nourriture terrestre de l'esprit. Le contenu sensoriel ne se donne que pour être perçu, c'est-à-dire pour la personne qui perçoit. Mais la personne qui perçoit n'est pas l'être corporel, c'est le moi.